Bonjour à tous, je suis Audrey Gauvin-Fournis. Et je suis Élise Drutinus. Nous sommes ravis d'être avec vous pour vous présenter un condensé de la réforme des retraites. Donc, notre présentation va durer une trentaine de minutes et à l'issue de celle-ci, nous allons prendre un petit temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, cette présentation mettra en lumière les principales dispositions impactant les employeurs, les salariés et les travailleurs non salariés. Elle n'est donc pas complètement exhaustive. Les questions relatives aux fonctionnaires ou aux régimes spéciaux, par exemple, ne seront pas traitées, mais nous allons revenir sur tous les changements qui concernent l'âge légal de départ et la durée de cotisation, les départs anticipés, la retraite progressive, le cumul emploi-retraite et le régime social des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Pour les autres mesures qui pourraient vous intéresser, par exemple l'usure professionnelle, la pénibilité ou les prestations, je vous invite à vous référer au FRS spécial sur la réforme des retraites. Vous trouverez le lien dans la plateforme du webinaire. Les grandes lignes de la réforme. Alors, l'essentiel de la réforme entrera en vigueur au 1er septembre 2023. Elle concernera les salariés, les travailleurs non salariés du régime général, des régimes alignés ou du régime agricole. Vous le savez, la loi du 14 avril 2023 a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Il a notamment censuré les mesures relatives aux seniors, l'index des seniors, le contrat de fin de carrière qu'on a également appelé le CDI senior, ou encore la mise en place d'un suivi médical spécifique pour certaines catégories de salariés. D'après nos informations, ces mesures-là ne vont pas être réintroduites dans le cadre d'un projet de loi. En revanche, une négociation va s'ouvrir avec les partenaires sociaux en vue de parvenir à la négociation d'un accord national interprofessionnel. Et dans le document d'orientation qui va être transmis aux partenaires sociaux, ces mesures-là devraient figurer. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a jugé expressément constitutionnel deux mesures, enfin trois exactement, le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite, le relèvement de la durée d'assurance et les 4 bornes d'âge pour le dispositif de carrière longue. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que ça va avoir une incidence sur la possibilité de poser des questions prioritaires de constitutionnalité. On sait qu'on attend une trentaine de textes réglementaires, décrets et arrêtés pour mettre en œuvre cette réforme au 1er septembre 2023. Les premiers décrets sont parus ce week-end au journal officiel de dimanche. Ils concernent justement le cœur de la réforme, l'âge, la durée d'assurance et les départs anticipés. Or, comme ces mesures ont été jugées expressément constitutionnelles, si ces décrets sont attaqués dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, les administrés ne pourront pas poser de questions prioritaires de constitutionnalité sur ces mesures-là en particulier, sauf à invoquer un changement des circonstances de droit ou de fait. Les autres décrets sont attendus dans les prochaines semaines et en tout état de cause avant le 1er septembre 2023, sauf peut-être pour le dernier volet qui concerne les carrières et qui n'aura donc pas d'impact sur la situation des assurés au 1er septembre 2023. Donc, nous allons commencer par la principale mesure qui a fait l'objet de moult débats pendant le processus parlementaire, à savoir l'âge de départ. Donc, l'objectif principal de la réforme, c'était d'atteindre l'équilibre financier du système de retraite à horizon 2030. Pour ce faire, il est prévu un relèvement de l'âge légal de départ, qui est aujourd'hui d'actuellement 62 ans, et qui va passer à 64 ans pour les générations nées à partir de 1968. Ça nous a été confirmé par un des décrets publiés ce week-end. Ce relèvement sera progressif à partir du 1er septembre 2023, à raison de 3 mois par génération pour les assurés nés entre le 1er septembre 61 et le 31 décembre 1967. Donc, pour vous donner un exemple, un assuré qui serait né le 1er octobre 1961, qui aurait donc pu partir à 62 ans au 1er octobre 2023, devra attendre d'avoir atteint l'âge de 62 ans et 3 mois, ce qui nous amène au 1er janvier 2024. La réforme prévoit également un relèvement de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En fait, c'était d'ores et déjà prévu dans le cadre d'une précédente réforme qu'on appelle la réforme Touraine, qui date de 2014 et qui prévoyait d'exiger de totaliser 172 trimestres, autrement dit 43 annuités, pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Sauf que ça devait s'appliquer en 2035 et concerner les générations à partir de 1973. Et ce calendrier est avancé, toujours dans l'objectif de permettre au système de retraite de retrouver un équilibre financier. Donc, c'est avancé à 2027 et ça concernera donc les assurés nés
en 1965, mais là aussi, le relèvement sera progressif à raison d'un trimestre par année contre un trimestre tous les 3 ans dans le cadre de la réforme Touraine, et ça concernera donc tous les assurés nés à partir du 1er septembre 1961. Dans le support du webinaire qui vous sera transmis ultérieurement par email, vous pourrez retrouver un tableau récapitulatif avec l'âge légal de départ à la retraite avant et après réforme, les durées d'assurance requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein avant et après réforme. Et j'attire votre attention sur le fait que l'âge du taux plein automatique, qui permet de bénéficier donc d'une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres totalisés, est toujours fixé à 67 ans. Ça a une incidence concernant la décote qui jusqu'à présent pouvait atteindre au maximum 25% et qui après la réforme ne pourra seulement atteindre que 15%. Donc, nous allons désormais passer à la question des départs anticipés. Donc, pour limiter les effets sur les publics les plus affectés par la réforme, la loi a prévu de maintenir les dispositifs de départ anticipé existants et elle va même les regrouper dans une disposition générique, que ce soit dans la loi elle-même ou dans le Code de la sécurité sociale. Donc, comme vous le savez, il y a 2 principaux motifs de départ anticipé, les carrières longues, on va commencer par ça, et les départs anticipés pour raison de santé. Donc, concernant les carrières longues, actuellement, vous avez 2 bornes d'âge de départ. Pour les personnes ayant commencé à travailler avant 16 ans, un départ à la retraite est possible dès 58 ans. Pour celles ayant commencé à travailler avant 20 ans, ça sera un départ possible à partir de 60 ans. À compter du 1er septembre 2023, et ça a aussi été confirmé par les décrets publiés ce week-end, il y aura bien 4 bornes d'âge. Donc, un début d'activité avant 16 ans permettra toujours de partir dès 58 ans. Un début d'activité avant 18 ans permettra de partir à 60 ans. C'est aussi déjà le cas aujourd'hui. Une nouvelle borne d'âge est créée. Donc, pour un début d'activité avant 21 ans, il sera possible de partir à 63 ans. Et pour la borne d'âge de 20 ans, donc les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans, à terme, le départ anticipé pourra se faire à 62 ans. Mais les décrets ont prévu une montée en charge progressive pour cette tranche d'âge-là, c'est-à-dire que pour les assurés nés avant le 31 décembre 1968, le départ anticipé sera possible 2 ans et 6 mois avant leur âge légal de départ. Donc, par exemple, pour une personne qui serait née en 1964, pour qui l'âge légal de départ de droit commun serait de 63 ans, dans le cadre du départ anticipé pour carrière longue, ça sera 60 ans et 6 mois. J'attire votre attention sur le fait que, quelle que soit la borne d'âge, la durée d'assurance requise sera la même, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire la même durée d'assurance requise que pour le taux plein, donc à terme 43 ans. 2 nouveautés ont été introduites par les décrets publiés ce week-end, qui n'étaient pas présentes dans la loi. Tout d'abord, une clause de sauvegarde, c'est-à-dire que pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963, il y aura un maintien des dispositions antérieures à la réforme pour les personnes qui auraient été éligibles au dispositif de carrière longue sans la réforme, mais qui ne le seraient plus du fait du relèvement de la durée d'assurance requise. Enfin, pour les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans et qui seraient nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 août 1963 inclus, le départ anticipé restera fixé à 60 ans. Nous allons désormais passer au départ anticipé pour raison de santé. Donc aujourd'hui, vous avez 3 motifs principaux de départ anticipé pour raison de santé. Donc tout d'abord, les travailleurs en situation de handicap peuvent bénéficier d'un départ à taux plein à partir de 55 ans avec une double condition d'assurance, avoir un nombre minimum de trimestres validés plus un nombre minimum de trimestres cotisés. Pour les personnes atteintes d'une incapacité permanente, peu importe que leur taux d'incapacité soit égal ou supérieur à 20% ou qu'il soit compris entre 10 et 19%, un départ anticipé est possible dès 60 ans à taux plein. Et enfin, les travailleurs exposés à l'amiante peuvent bénéficier d'une pré-retraite amiante dès 50 ans. J'attire votre attention sur le fait que, pour le moment, l'invalidité et l'inaptitude ne sont pas des causes de départ anticipé. Les personnes concernées peuvent partir à 62 ans, donc c'est-à-dire l'âge légal pour tout le monde, mais cependant à taux plein, quelle que soit leur durée de cotisation. Donc, qu'est-ce qui va se passer à compter du 1er septembre 2023 ?
Pour le handicap, le départ sera toujours possible dès 55 ans à taux plein. Cependant, les conditions seront un petit peu plus simples puisque seule la condition de trimestre cotisé sera conservée. Pour l'incapacité permanente, le régime va se scinder en deux. Pour les personnes ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 20%, il sera toujours possible de partir dès 60 ans à taux plein. En revanche, qui ont un taux d'incapacité compris entre 10 et 19%, le départ se fera 2 ans avant l'âge légal à taux plein, donc à terme à 62 ans à taux plein, c'est-à-dire 2 ans de plus qu'actuellement. Et enfin, l'invalidité et l'inaptitude deviennent un véritable motif de départ anticipé, puisque même si le régime ne change pas, à savoir un départ dès 62 ans à taux plein, ça sera désormais avant l'âge légal de départ. Donc, toutes les dispositions que nous vous avons présentées jusqu'ici entreront en vigueur au 1er septembre 2023 et concerneront les assurés du régime général et des régimes d'assurance vieillesse de base, des avocats et des professionnels libéraux. J'attire votre attention sur le fait que la plupart des régimes de retraite complémentaires seront aussi concernés puisqu'ils renvoient le plus souvent au régime général. C'est le cas pour le régime Agirc-Arrco, par exemple. Par contre, pour certains régimes des professionnels libéraux, le relèvement de l'âge et de la durée de cotisation se fera à l'initiative du conseil d'administration des caisses qui devront modifier leur statut et ça sera ensuite approuvé par arrêté. C'est le cas pour le régime de retraite complémentaire des experts comptables, par exemple. Et comme certains assurés ne rempliront plus les conditions soit d'âge, soit de durée d'assurance, ceux qui avaient fait une demande de liquidation de leur pension avant le 1er septembre 2023 en vue d'une liquidation qui interviendrait après, le législateur a prévu une mesure transitoire, la possibilité de demander l'annulation de leur pension. Et le décret paru dimanche nous précise que cette demande doit être adressée au plus tard le 31 octobre 2023, donc entre le 5 juin et le 31 octobre 2023 inclus. Mais le projet de décret prévoyait que cette demande, que ce délai devait être respecté sous peine d'irrecevabilité de la demande. Dans le texte qui est paru au journal officiel, il n'y a plus ce terme sous peine d'irrecevabilité. Donc, la conséquence d'un envoi hors délai n'est pas précisée. En revanche, comme l'âge légal de départ à la retraite est une condition pour pouvoir liquider sa retraite, il est fort probable que ceux qui ne rempliraient plus la condition d'âge, de toute façon, se verraient opposer un refus de la caisse. En revanche, ceux pour lesquels c'est une question d'assurance qui n'est plus remplie, ceux-ci pourraient éventuellement subir une décote de leur pension ou avoir une surcote moindre, voire plus du tout de surcote sur laquelle ils pouvaient escompter avant cette réforme. Nous passons à la retraite progressive. Et avant, je veux juste vous préciser qu'en pratique, si vous voulez connaître le montant, l'âge de départ de votre retraite et le montant de votre retraite, vous aurez un simulateur sur le site de la CNAV qui va faire peau neuve à partir de demain. Il sera accessible. Et en matière de carrière longue, de dispositifs de départ anticipé pour carrière longue, à partir de novembre 2023, vous trouverez sur le site un outil qui vous permettra d'obtenir une attestation de carrière longue qui pourra être opposable à l'employeur et aux caisses, alors qu'aujourd'hui, pour avoir ce document, il faut procéder par courrier. Nous passons à la retraite progressive. Alors, la retraite progressive, ça consiste à réduire son activité professionnelle tout en commençant à percevoir sa retraite, soit en passant à temps partiel lorsqu'on travaille selon une durée du travail en horaire, soit en réduisant le nombre de jours travaillés lorsqu'on travaille au forfait jour et on commence à percevoir une pension de retraite calculée à titre temporaire et lorsqu'on souhaite effectivement partir à la retraite, cette pension de retraite est recalculée en tenant compte des droits acquis pendant la période de travail à temps partiel ou de travail à temps réduit. Aujourd'hui, pour en bénéficier, il faut être à 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire au moins 60 ans, puisqu'aujourd'hui l'âge légal est fixé à 62 ans, et il faut totaliser 150 trimestres. A priori, d'après les informations dont nous disposons, mais ça devrait être confirmé par les décrets, ces conditions devraient rester inchangées. C'est-à-dire qu'on sera toujours, par exemple, à 62 ans lorsque l'âge légal de départ à la retraite sera à 64 ans. Il faudra donc avoir 62 ans pour pouvoir entrer dans le dispositif de retraite progressive et la borne des 150 trimestres devrait rester inchangée. J'attire votre attention sur le fait que l'ensemble du dispositif de retraite progressive fait l'objet d'une recodification
Et le législateur a prévu que tous les bénéficiaires d'une retraite progressive au 1er septembre 2023 continueront à relever du régime applicable avant la réforme, mais en revanche, pour liquider leur pension complète, ils devront remplir les nouvelles conditions prévues par la réforme. Alors, le dispositif est méconnu. En fait, on s'est aperçu qu'un assuré sur 4 éligibles qui travaille à temps partiel y a effectivement recours. Et lorsqu'on pose la question aux retraités, un seul assuré sur 3 connaît effectivement le dispositif. C'est la raison pour laquelle le législateur a décidé de mettre l'accent sur l'information. Donc, c'est une nouvelle mission qui est assignée à Pôle emploi, qui est de faire la promotion des dispositifs de transition emploi-retraite et en particulier de la retraite progressive. Et dans l'estimation indicative globale qui est transmise à tous les assurés à partir de l'âge de 55 ans, tous les 5 ans. Jusqu'à présent, on avait simplement l'information objective de l'existence du dispositif de retraite progressive. Demain, après la réforme, les assurés recevront une simulation de leur liquidation partielle de leur retraite dans le cadre d'une retraite progressive pour qu'ils voient ce que ça pourrait donner les concernant. Et il a également été décidé de rendre le dispositif de retraite progressive plus accessible, en particulier pour les salariés, puisqu'aujourd'hui, un salarié qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive doit en faire la demande à son employeur, et l'employeur peut refuser, et il n'y a aucun formalisme de prévu actuellement dans les textes. Demain, en cas de silence gardé par l'employeur pendant 2 mois à compter de la demande du salarié, l'employeur sera présumé avoir accepté la demande de retraite progressive. Donc, si l'employeur souhaite refuser, il doit le faire non seulement dans le délai de 2 mois, mais il doit le faire également par écrit. Et le seul motif qu'il pourra invoquer, c'est l'incompatibilité de la durée du travail souhaitée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est une notion nouvelle et il n'est pas prévu pour le moment de la définir. Nous avons posé la question au ministère du Travail qui nous a répondu que cette notion était laissée à la libre appréciation de l'employeur, mais qu'effectivement, si des abus étaient constatés, un question-réponse pourrait être publié par le ministère du Travail pour donner des exemples. En l'état, on peut se référer à des notions assez proches qu'on connaît en matière de temps partiel choisi. On sait que l'employeur peut refuser si la demande du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Il peut également refuser une demande de temps réduit pour raisons familiales ou personnelles si son refus est justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est des notions qui ressemblent un petit peu aux termes utilisés dans le cadre de la loi portant la réforme des retraites. Donc, en l'état, on peut se référer à ces notions. Donc, ces nouvelles modalités seront applicables aux demandes présentées à partir du 1er septembre 2023. Une autre souplesse qui est introduite par la réforme, c'est la possibilité pour les salariés soumis à une référence horaire de travailler moins de 24 heures par semaine. Jusqu'à présent, on savait donc que pour être en retraite progressive, il faut travailler entre 40% et 80% d'un temps plein. Donc, si on rapporte ça aux 35 heures, c'est-à-dire entre 14 heures et 28 heures par semaine. Or, jusqu'à présent, on était lié par cette durée minimale de 24 heures hebdomadaires. Cette contrainte va être supprimée par la réforme. Donc, on pourra travailler moins de 24 heures par semaine sous réserve d'avoir l'accord de l'employeur et de réaliser une information du comité social et économique de l'entreprise. Et attention, cette mesure est applicable aux personnes qui sont déjà en retraite progressive, qui pourront donc demander à en bénéficier à partir du 1er septembre 2023. Et on pourra même descendre en dessous de la durée minimale conventionnelle si on ne fait pas de référence à la durée légale de 24 heures par semaine. La retraite progressive s'ouvre également aux salariés qui ne sont pas soumis à une durée du travail. Je pense en particulier aux VRP, aux salariés rémunérés à la commission, au rendement, à la pige, qui pourront bénéficier d'une retraite progressive à condition d'exercer leur activité à titre exclusif, que cette activité leur procure un revenu minimal et que ce revenu fasse l'objet d'une diminution dans certaines limites qui seront fixées par décret.
Autre souplesse introduite pour les salariés, la suppression du plafond des indemnités journalières de sécurité sociale qui est de 60 jours, qui ne sera plus donc applicable aux salariés bénéficiaires d'une retraite progressive. Et cette mesure est déjà entrée en vigueur puisqu'elle s'applique depuis le 1er mai 2023 aux personnes qui sont déjà en retraite progressive. Et la retraite progressive est étendue aux fonctionnaires, mais également à tous les non-salariés. Je pense notamment aux avocats et aux professionnels libéraux, puisque les travailleurs indépendants, sous réserve qu'ils exercent leur activité à titre exclusif, que celle-ci leur procure un revenu minimal et qu'elle donne lieu à une diminution dans certaines limites qui seront fixées par décret, pourront bénéficier d'une retraite progressive. La retraite progressive pouvait déjà bénéficier aux exploitants agricoles et aux artistes-auteurs et ce dispositif sera inchangé. Vous trouverez dans le support du webinaire un tableau récapitulatif de l'ensemble des bénéficiaires d'une retraite progressive avec les modalités de mise en œuvre de cette retraite progressive en fonction des limites telles qu'on les connaît actuellement, mais bien sûr tout ceci pourra être amené à évoluer, même si pour le moment ça n'est pas annoncé, ça devrait être repris en l'état par les futurs décrets qui vont être publiés. Donc, toujours dans l'objectif d'augmenter le taux d'emploi des seniors, des modifications sont apportées au dispositif de cumul emploi-retraite. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, un petit peu plus de 4% des retraités de droit direct du régime général cumulaient leur pension avec une activité professionnelle. Ça représente un petit peu plus de 430 000 pensionnés qui exercent en parallèle en tant que salariés. Donc, le cumul emploi-retraite est modifié avec la réforme dans ces deux volets, à savoir à la fois le cumul emploi-retraite intégral et le cumul emploi-retraite plafonné. Donc, pour rappel, le cumul emploi-retraite total ou intégral, c'est le fait de pouvoir cumuler entièrement une pension de retraite avec une activité professionnelle, avec deux conditions toutefois, avoir liquidé toutes ses pensions obligatoires de retraite de base comme complémentaires et pouvoir prendre une retraite à taux plein, que ça soit du fait de la durée d'assurance ou de l'âge, c'est-à-dire si on atteint l'âge d'annulation de la décote, 67 ans. Si un de ces critères est manquant, il est seulement possible d'avoir recours à un cumul emploi-retraite plafonné. Comme son nom l'indique, dans cette situation-là, la somme des pensions de retraite peut accéder à un certain plafond qui est de 160% du SMIC ou de la moyenne des 3 derniers salaires d'activité perçus avant liquidation en fonction de ce qui est le plus favorable pour l'intéressé. Pour le cumul emploi-retraite plafonné, vous avez aussi un délai de carence de 6 mois en cas de reprise d'une activité chez l'ancien employeur. Donc, qu'est-ce qui va changer? Alors, pour le cumul emploi-retraite total, la principale modification, c'est qu'il devient créateur de droits. Donc, pour le moment, les personnes qui étaient en cumul emploi-retraite total cotisaient, mais ne validaient pas de nouveaux trimestres en contrepartie de ces cotisations. La réforme modifie cette règle, c'est-à-dire que ces personnes s'ouvriront des droits à une deuxième pension en contrepartie des cotisations versées en cumul emploi-retraite. Ces nouveaux droits seront sans incidence sur le montant de la pension déjà liquidée. Et il faut savoir qu'il y aura, comme le cumul emploi-retraite plafonné, un délai de carence de 6 mois en cas de reprise d'une activité chez le dernier employeur, sauf pour les assurés ayant liquidé leur pension au plus tard le 16 octobre. Et même si le cumul emploi-retraite total devient créateur de droits, une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite pourra être versée à l'issue de la première liquidation. Donc, quel sera le régime de la nouvelle pension? Alors, la deuxième pension bénéficiera d'un taux plein sans qu'aucune majoration, supplément ou accessoire ne puisse être octroyée à ce titre. De plus, son montant sera plafonné par décret. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas de projet de décret pour vous donner un ordre d'idée du plafond. Et autre précision que nous donne la loi, c'est qu'aucun droit nouveau ne pourra être acquis en cas de reprise d'une activité après la liquidation de la seconde pension. Donc, un cumul emploi-retraite total pourra ouvrir droit à une deuxième pension, mais pas à une troisième.
Ces mesures entreront en vigueur au 1er septembre 2023, mais la liquidation des pensions intervenant à compter de cette date prendra en compte, le cas échéant, les droits constitués en vue d'une nouvelle pension à compter du 1er janvier 2023. Et la mesure sera aussi ouverte aux travailleurs indépendants, professionnels libéraux et exploitants agricoles, à l'exception des médecins retraités bénéficiant de l'exonération temporaire de cotisation retraite prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Des modifications sont aussi prévues pour le cumul emploi-retraite plafonné, qui pourra, malgré son nom, devenir déplafonné en cas de crise. Donc l'idée, c'est, à l'image de ce qui avait été prévu pour les soignants pendant la première vague de Covid-19, il sera possible de suspendre les plafonds attachés au cumul emploi-retraite plafonné lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent en urgence la poursuite ou la reprise d'activité par des assurés susceptibles de les exercer, nous dit la loi. Donc, en fait, l'intérêt du dispositif serait de pouvoir pallier à des besoins ponctuels de main-d'œuvre liés à des circonstances exceptionnelles. Les plafonds seront donc suspendus par décret pour une durée maximum d'1 an, renouvelable dans la limite de 6 mois, donc pour 18 mois maximum, avec éventuellement un effet rétroactif dans la limite d'1 mois. Le décret fixera également les catégories d'activités et d'assurés concernés, et cette mesure entre en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2023, sauf la possibilité de déroger au plafond prévu par les régimes de retraite complémentaires, qui entrent en vigueur au 16 avril 2023. Donc, nous passons au nouveau régime social des indemnités de rupture conventionnelle homologuée et de mise à la retraite. Pourquoi cette mesure? Parce que, en fait, on s'est aperçu, enfin l'UNEDIC en particulier, s'est aperçu d'un pic de rupture 2 ou 3 ans avant l'âge légal de départ à la retraite, et en particulier de rupture conventionnelle 2 ou 3 ans avant l'âge légal de départ à la retraite. Parce qu'une rupture conventionnelle homologuée à indemnité équivalente est beaucoup moins coûteuse pour un employeur avant que le salarié soit en droit de prendre sa retraite qu'après. Et donc, ce qu'a décidé le législateur, c'est d'uniformiser le coût social des indemnités de rupture conventionnelle homologuée, que le salarié soit ou non en droit de prendre sa retraite, et de l'uniformiser également avec le régime social applicable aux indemnités de mise à la retraite. Mais attention, l'alignement, pour le moment, en l'état des textes, ne concerne que le régime social, pas le régime fiscal. Nous avons posé la question à la direction de la législation fiscale pour savoir si une évolution était dans les tuyaux. Pour le moment, nous n'avons pas de réponse, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans nos prochaines publications. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié qui n'est pas encore en droit de prendre sa retraite, puisque le salarié qui n'est pas en droit de prendre sa retraite, son indemnité fait l'objet d'une exonération de cotisations sociales dans certaines limites, de CSG, CRDS dans certaines limites, et même d'impôts sous certaines limites. Tandis que le salarié qui est en droit de prendre sa retraite, s'il conclut une rupture conventionnelle, son indemnité va être totalement assujetti à cotisation sociale, totalement assujetti à la CSG-CRDS et intégralement frappé d'impôt sur le revenu. Demain, l'idée, c'est d'aligner le régime social des indemnités de rupture sur le plus favorable et donc d'étendre les exonérations de cotisation, de charges sociales, de CSG-CRDS au salarié qui est en droit de prendre sa retraite. Celle dont bénéficie actuellement le salarié qui n'est pas en droit de prendre sa retraite, son régime sera étendu au salarié qui est en droit de prendre sa retraite. En revanche, alors qu'aujourd'hui, l'indemnité de rupture conventionnelle qui est conclue avec un salarié qui n'est pas en droit de prendre sa retraite est assujettie à un forfait social de 20% sur la part exonérée de cotisation, ce forfait social sera supprimé et sera remplacé par une contribution patronale de 30% uniquement sur la part exonérée de cotisation. Et l'idée, donc ça va coûter exactement la même chose au niveau social à indemnité équivalente de conclure une rupture conventionnelle homologuée avec un salarié, qu'il soit ou non en droit de prendre sa retraite. Et l'idée du législateur, c'est de faire en sorte qu'une rupture conventionnelle et une mise à la retraite engendrent le même coût social pour l'employeur. Donc, on sait aujourd'hui qu'une indemnité de mise à la retraite est intégralement assujettie à une contribution patronale de 50%.
Demain, cette contribution patronale de 50% sera réduite à 30% et l'assiette sera modifiée puisque ces 30% seront uniquement sur la part exonérée de cotisation de l'indemnité de mise à la retraite. C'est un peu technique, donc vous allez voir un tableau sur lequel vous pouvez voir que l'indemnité de rupture conventionnelle homologuée jusqu'au 31 août 2023 était assujettie pour le salarié qui n'est pas en droit de prendre sa retraite à un forfait social de 30% sur la part exonérée de cotisation, qui sera remplacé par une contribution patronale de 30% sur la part exonérée de cotisation. Et les exonérations de cotisations et de CSG-CRDS dont bénéficie actuellement le salarié qui n'est pas en droit de prendre sa retraite seront étendues aux salariés en droit de prendre sa retraite. En revanche, le régime fiscal, lui, n'est pas aligné puisque vous voyez que le salarié qui n'est pas en droit de prendre sa retraite bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu dans certaines limites, tandis que le salarié qui est en droit de prendre sa retraite, son indemnité est intégralement soumise à impôt sur le revenu. En matière d'indemnité de mise à la retraite, vous voyez que la contribution patronale de 50% sur la totalité du montant de l'indemnité sera remplacée à partir du 1er septembre 2023 par une contribution patronale de 30% uniquement sur la part exonérée de cotisation. Et l'exonération d'impôt sur le revenu, a priori, est maintenue en l'état avant et après le 1er septembre 2023. Alors, ce nouveau régime s'appliquera aux ruptures intervenant à compter du 1er septembre 2023. En pratique, vous savez, la date de rupture, lorsqu'on parle de rupture conventionnelle homologuée, c'est la date qui figure dans la convention, qui doit être fixée au plus tôt au lendemain du jour de l'homologation de la rupture conventionnelle. Ça signifie concrètement que les ruptures conventionnelles qui vont être signées, par exemple le 27 juillet, seront soumises à ce nouveau régime social. En matière de mise à la retraite, la date de la rupture, c'est en principe la date de la notification. Donc, si on procède par un envoi postal, c'est la date d'envoi de la lettre de mise à la retraite, si on raisonne par analogie avec le licenciement. Et bien sûr, si la notification se fait par lettre remise en main propre, c'est le jour de la remise en main propre. Vous trouverez également dans le support du webinaire des exemples chiffrés donc en matière de rupture conventionnelle homologuée. Si on part du principe qu'on verse une indemnité de 15 250 €, pour un salarié qui est en droit de bénéficier d'une pension de retraite, le coût total pour l'employeur à partir du 1er septembre 2023 sera de 19 825 €. Et pour un salarié qui n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite, le coût sera strictement identique, 19 825 € pour l'employeur. Tandis qu'avant, il était plus important pour un salarié en droit de bénéficier d'une pension de retraite, puisqu'on était à 22 112 €. Tandis que lorsqu'on concluait une rupture conventionnelle avec un salarié n'étant pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite, le coût était moindre puisqu'on était à 18 300 €. En revanche, le salarié qui est en droit de bénéficier d'une pension de retraite continuera à se voir totalement assujetti à impôt sur le revenu concernant son indemnité de rupture conventionnelle, tandis que celui qui n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite sera, lui, totalement exonéré d'impôt sur le revenu dans cet exemple. En matière de mise à la retraite, si on prend le même montant d'indemnité, donc 15 250 €, on s'aperçoit que le coût pour l'employeur est strictement identique à celui qu'il était en matière de rupture conventionnelle, 19 825 €, et c'est moins que ce qu'il y avait auparavant pour l'employeur, puisqu'on était à 22 875 € pour les mises à la retraite qui interviendraient jusqu'au 31 août 2023. En revanche, en matière d'impôt, le salarié qui est en droit, qui peut être mis à la retraite, lui sera, dans notre exemple, totalement exonéré d'impôt sur le revenu concernant son indemnité, alors qu'on a vu tout à l'heure qu'en matière de rupture conventionnelle, il était intégralement assujetti à l'impôt sur le revenu. Nous en avons terminé pour notre présentation. On va passer à vos questions. Alors, malheureusement, nous n'aurons sûrement pas le temps de répondre à toutes, mais nous allons répondre à celles qui sont revenues le plus souvent.
Donc, alors, on a une première question pour savoir si on a, par exemple, atteint le nombre de trimestres requis, il faut aussi avoir atteint la nouvelle borne d'âge. Donc, est-ce que, grosso modo, les deux conditions sont cumulatives? La réponse est oui. C'est-à-dire que même si vous avez votre nombre de trimestres nécessaires à 62 ans, mais que selon votre année de naissance, votre nouvel âge légal de départ sera de, par exemple, 62 ans et 6 mois, vous devrez attendre 62 ans et 6 mois. Donc, c'est deux conditions qui sont cumulatives. Alors ensuite, concernant les départs anticipés, il nous est demandé si les personnes ayant une pension d'invalidité pourront partir à 62 ans à taux plein. Alors, la réponse est aussi oui, parce que, en fait, pour oui, la réponse est aussi positive parce que, en fait, les personnes qui bénéficient d'une pension d'invalidité, lorsqu'elles atteignent un âge qui est donc défini par la loi, mais qui est celui de l'âge de départ pour l'inaptitude, en fait, la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail se substitue à l'invalidité. C'est pour ça que j'avais réuni en fait les deux régimes, puisque la borne d'âge est la même, que les deux régimes sont liés. Nous avons ensuite une question pour savoir si le simulateur intégrera la question des carrières longues. Tu veux y répondre? Et personnellement, je n'ai pas la réponse. Il faudrait se rapprocher de la CNAV. Alors, cela dit, enfin, quand même dans l'outil d'aide au départ à la retraite qui sera mis en place qui est mis en place par la CNAV, il nous a été dit qu'un service complémentaire serait ouvert en novembre 2023 qui permettra de fournir une attestation carrière longue qui sera automatiquement donnée et qui sera opposable à l'employeur et à la caisse de retraite. Oui, ça c'est l'outil qui sera mis en place à partir de novembre 2023 sur le site de la CNAV, le simulateur qui sera remis au goût du jour à partir de demain. Lui, j'ignore s'il intégrera le calcul du départ en carrière longue. On a une question sur la retraite progressive. Est-ce que les salariés au forfait peuvent en bénéficier? Eh bien oui, puisque c'est possible depuis le 1er janvier 2022, puisque le Conseil constitutionnel avait estimé que l'exclusion des salariés au forfait était contraire à la Constitution. C'est la raison pour laquelle le législateur avait revu sa copie et avait étendu donc le dispositif non seulement aux salariés en forfait jour, mais également à certains travailleurs indépendants, mais jusqu'à présent, les avocats, par exemple, et les professionnels libéraux en restaient exclus du dispositif. Est-ce que les 10% de majoration lorsqu'on a eu 3 enfants est maintenue? Oui, elle est maintenue, cette majoration, elle est même étendue aux avocats et aux professionnels libéraux dans le cadre de la réforme. Vous pourrez retrouver tout ça dans le numéro spécial du feuillet rapide social, spécial réforme des retraites. Vous avez un bouton pour y accéder sur la plateforme du webinaire. Il y a une autre question pour savoir si un salarié qui utilise son CET dans le cadre de son congé de fin de carrière, qui n'aurait pas la durée d'assurance pour partir à taux plein ou qui pour atteindre l'âge légal de départ à la retraite avec les nouvelles dispositions. Alors, d'une manière générale, pour tous les dispositifs maison, je pense à toutes les pré-retraites suspension du contrat de travail et non pas les pré-retraites rupture du contrat de travail. La question effectivement va se poser pour les salariés qui soit ne rempliraient plus les conditions d'âge, soit ne rempliraient plus les conditions d'assurance pour pouvoir partir à la retraite. La ligne de partage qui a été définie par le ministère du Travail, c'est que tous ceux qui ont rompu leur lien contractuels avec leur employeur, donc dans le cas d'une pré-retraite rupture, eux ne pourront pas être amenés à réintégrer l'entreprise. En revanche, tous ceux qui sont dans des dispositifs maison de suspension du contrat de travail, soit congé de fin de carrière, soit travail à temps partiel senior,
en intégrant. C'est bon? Parce qu'on m'a dit qu'on était coupé. Donc, soit de bénéficier d'un lissage de la rémunération en intégrant l'indemnité de départ à la retraite jusqu'à atteindre l'âge légal de départ à la retraite. Ce que nous a répondu le ministère du Travail sur cette question, c'est que c'est une question qui est uniquement laissée à la main de la négociation collective. Et donc, certaines entreprises ont décidé d'ores et déjà de rallonger le dispositif jusqu'à l'atteinte des nouvelles conditions, quand d'autres, je vous l'ai dit, proposent un choix aux salariés entre réintégrer l'entreprise ou avoir un congé sans solde ou bénéficier d'un lissage de la rémunération jusqu'à l'atteinte des nouvelles conditions. On peut aussi se poser la question de savoir si un employeur qui aurait conclu un accord de pré-retraite qui prévoirait une prise en charge jusqu'à l'atteinte de l'âge légal ne pourrait pas invoquer l'article 1195 du Code civil concernant la théorie de l'imprévision, puisque cet article prévoit que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation de son contrat à son co-contractant et en cas de refus ou d'échec de la renégociation, peut demander la résolution du contrat. Là, c'est quelque chose que je soumets à votre sagacité. Peut-être qu'un employeur pourrait tenter d'invoquer cette théorie de l'imprévision dans le cas d'un accord de pré-retraite qui prévoirait la prise en charge jusqu'à l'âge légal, et cet âge légal ayant été modifié, peut-être qu'il pourrait invoquer l'existence de circonstances, d'exécution excessivement onéreuse qu'il ne pouvait pas prévoir et qui donc justifierait une renégociation du contrat. Alors, on avait aussi une question pour savoir, dans le cadre des carrières longues, qu'est-ce qu'on entend par un début d'activité avant 18, 20 ans, 21 ans, enfin une des bornes d'âge. En fait, alors on attendait que ça soit confirmé par les décrets, mais maintenant on les a. Les conditions actuelles ne changent pas, c'est-à-dire qu'il faudra avoir validé 4 ou 5 trimestres avant la borne d'âge. Donc, 4 ou 5 trimestres, c'est en fonction de votre mois de naissance. Et quand on dit avant 20 ans, c'est pas avant la date anniversaire, mais avant la fin de l'année civile des 20 ans, 18 ans, 21 ans et de la borne d'âge. Donc, c'est la même chose que ce qui existe aujourd'hui et ça ne changera pas avec la réforme. Une autre question, la date d'accès à la retraite progressive est-elle réduite pour les carrières longues? La réponse est non. Il n'y a pas d'incompatibilité de principe entre les deux dispositifs. En revanche, pour rentrer dans le dispositif de retraite progressive, il faut être aujourd'hui à 2 ans de l'âge légal de départ, et c'est pas l'âge de départ anticipé, mais bien l'âge légal de départ, donc 62 ans aujourd'hui, et donc il faut être au moins à 60 ans, et demain il faudra probablement, ça reste à confirmer par décret, atteindre 62 ans lorsque l'âge légal de départ à la retraite sera fixé à 64 ans. Alors, sur le cumul emploi-retraite, on a une question. Est-ce que les personnes qui sont déjà en cumul emploi-retraite, donc en l'occurrence depuis 2022, peuvent bénéficier de la création de nouveaux droits? Alors, c'est ce que vous le retrouverez dans une des slides. En fait, même si la mesure entre en vigueur au 1er septembre, les droits ouverts, qui permettront d'ouvrir une nouvelle pension, donc une seconde pension, seront pris en compte de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023. Donc, dans cette borne-là, oui, il sera possible d'acquérir des nouveaux droits grâce au cumul emploi-retraite déjà débuté. Alors, comment calculer la durée minimale conventionnelle, enfin la durée pour passer en retraite progressive dans une entreprise où il y a exclusivement des cadres au forfait jour? En fait, le décret prévoit actuellement que pour être en retraite progressive, il faut travailler entre 40 et 80% d'un temps plein. Donc, tout dépend de la durée fixée par voie conventionnelle de votre forfait, mais il faut atteindre entre 40 et 80% de cette durée de temps plein.
Alors, on a une question aussi sur les décrets et notamment sur la clause de sauvegarde. Donc, en fait, je réexplique juste. Effectivement, la clause de sauvegarde, ça consiste dans le fait que pour les personnes qui ne seraient plus éligibles au dispositif de carrière longue parce que pour leur borne d'âge, la durée de cotisation augmente, de pouvoir continuer à se voir appliquer les règles précédentes. La question est posée, et c'est vrai que c'est important de le dire, il fallait que le nombre de trimestres précédemment nécessaires soit acquis au 1er septembre. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment pouvoir bénéficier d'un départ pour carrière longue avant le 1er septembre. Donc la différence, on a une question sur la différence entre la retraite progressive et le cumul emploi-retraite. Donc la retraite progressive, ça consiste à réduire son activité professionnelle, soit en passant à temps partiel, soit en réduisant le nombre de jours travaillés lorsqu'on est en forfait jour, soit lorsqu'on est un travailleur indépendant, en réduisant son activité, ce qui conduit à avoir une diminution de ses revenus professionnels. Le cumul emploi-retraite, c'est différent. Ça consiste à liquider d'ores et déjà complètement sa retraite et reprendre une activité professionnelle, soit chez le même employeur, mais dans ces cas-là, il faut respecter un délai de carence d'au moins 6 mois, soit chez un autre employeur. Et dans ces cas-là, tout dépend si on remplit les conditions d'un cumul emploi-retraite total ou si on ne les remplit pas. Et dans ces cas-là, on est dans le cadre d'un cumul emploi-retraite partiel. Mais si on est dans le cadre d'un cumul emploi-retraite total, donc on peut cumuler intégralement ses revenus avec sa pension de retraite. Alors que si on est dans le cadre d'un cumul emploi-retraite plafonné, comme son nom l'indique, c'est plafonné, donc à 1,6 fois le SMIC ou à la moyenne des 3 derniers mois d'activité. Nous en avons terminé avec ce webinaire, donc n'hésitez pas à poser des questions, nous répondrons au principal, on vous fera passer ultérieurement un question-réponse dans lequel on essaiera de répondre à la plupart des questions posées. Et on espère que ça vous a plu, surtout parce que c'était une première pour nous sous ce format-là. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, des axes d'amélioration que vous avez pu identifier. Nous sommes très preneuses de vos remarques. Et évidemment, nous vous remercions pour votre attention et toutes vos questions. Merci à tous.